était une fois une princesse qui voyageait à travers le monde à la recherche de son véritable foyer. Une nuit, elle arriva devant un château et demanda l'hospitalité. Mais la reine, sceptique, voulait s'assurer que cette jeune femme était bel et bien une princesse. Elle eut alors une idée, elle plaça un minuscule petit pois sous le 20e matelas, empilé, et demanda à la princesse d'y dormir. Au matin, la jeune femme se réveilla épuisée. Elle se plaignait d'avoir mal dormi et d'être couverte de bleu. « J'ai senti quelque chose de dur sous les matelas. C'était insupportable. » La reine sourit. « Voilà la preuve que tu es une véritable princesse. Seule une femme d'une grande sensibilité pouvait ressentir un si petit détail. » Merci Sarah pour la lecture de ce conte. Merci. Bienvenue à vous deux aujourd'hui dans le tout premier épisode du podcast Ma Thérapie. Nous sommes donc avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah a tout un tas de qualités, mais tu as une très grande qualité, c'est que tu es une excellente thérapeute. Merci beaucoup. Et je le sais parce que je suis patiente de Sarah. Donc Julia, voilà, j'ai tout un tas de casquettes aussi, mais je vais servir d'intervieweuse aujourd'hui. Et je vais pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait ensemble aussi à travers le thème qu'on abordera aujourd'hui. Et on a la chance aujourd'hui d'être accueillis par l'association Épidore dans le centre de Paris, qui ont des lieux splendides, très sains, très calmes. Donc on est ravis d'être ici. Et donc toi, tu travailles ici aujourd'hui? Oui, moi je fais mes consultations et j'ai la chance de faire mes consultations au centre Épidore. Donc ce premier épisode, on a décidé de s'intéresser au thème du perfectionnisme. Le conte que tu nous as lu t'inspirait pour parler de cette thématique. En effet, j'ai un peu feuilleté quelques contes et je trouvais celui-là symbolique parce qu'il va puiser loin dans la recherche de la perfection. On l'a vu avec cette jeune princesse qui ressent ce petit pois entassé sous le 20e matelas. Ça vient illustrer d'une manière grossière, si j'ai envie de dire, le trait perfectionniste en nous. C'est quoi exactement pour toi être perfectionniste? Tout d'abord, je voudrais commencer par définir ce que c'est que perfection. Donc, en grec, perfectio veut dire tout simplement terminé, complet. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à finir. On a développé le terme au fil des âges et aujourd'hui, ça atteint des niveaux de sans défaut, inatteignable peut-être même. Aujourd'hui, c'est une exigence extrême. Oui. On veut que ça soit parfait. Sauf qu'on est imparfait de nature et on cherche la perfection. J'ai l'impression que dans le langage courant, quand on entend les perfectionnistes, c'est des gens qui font des choses parfaites, justement, hyper bien. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est un peu plus complexe aussi. On peut être perfectionniste sans avoir l'impression de faire des choses bien. Dans le langage courant, on dit qu'être perfectionniste, c'est ne pas pouvoir finir justement la tâche tant qu'elle n'est pas parfaite. On est à l'opposé de ce que le terme initial pourrait même dire. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que thérapeute de voice dialogue, c'est de voir la part perfectionniste chez la personne. Donc pour moi, une personne perfectionniste, c'est une personne dont une part primaire est celle du perfectionniste. Il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont hyper intéressantes. Déjà, rappeler aux personnes qui nous écoutent que toi, du coup, tu es thérapeute et tu proposes cette thérapie qui est le voice dialogue, qui n'est pas très connue et que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et donc, si on a envie d'en savoir plus, il y a un épisode dédié à cette question du voice dialogue qui sera disponible en hors-série, que je conseille à tout le monde. Mais si, en 2-3 mots, tu veux nous dire ce que c'est exactement. C'est une thérapie très particulière. Alors, la base, elle n'est pas particulière. C'est une thérapie qui s'inspire vraiment de toute la tradition et la psychologie jungienne de base. Donc, il y a toute cette base scientifique derrière. Et ce sont 2 docteurs américains et psychologues jungiens qui ont essayé d'aller plus loin et de développer une méthodologie pour ancrer cette thérapie jungienne qui s'appelle le voice dialogue. Et donc, elle permet d'ouvrir la psyché, qui est une espèce de boîte noire. On l'ouvre pour voir ce qui se joue à l'intérieur. Et on arrive dans une espèce de théâtre où il y a des personnages principaux, c'est ce que j'appelais la part primaire, qui sont de 3 à 5 personnages qui sont là au quotidien. On peut avoir la perfectionniste, on peut avoir un cérébral hyper développé, extrêmement développé dans nos sociétés occidentales par exemple.
on peut avoir une mère ou un père intérieur. En tout cas, on a 3-4 personnages qui sont principaux et qui ont leur histoire, comment ils se sont développés, quand est-ce qu'ils se sont développés au fil des années. Et puis on a tout ce qu'on a laissé de côté. Par exemple, quelqu'un de perfectionniste a complètement abandonné la spontanéité, la créativité, le moment présent, etc. Ou un mental qui a complètement abandonné tout ce qui est l'énergie de l'être, si on veut dire, tout ce qui est juste être présent à soi-même ou d'autres types de renier. Et c'est ça ce qu'on fait dans le voice dialogue, c'est-à-dire qu'on va déjà chercher quelles sont les 4-5 parts primaires qui dirigent une vie, et puis on va aller chercher quels sont les reniers qui ont été sous-développés, et on commence à rééquilibrer les deux. Et moi j'aime bien une image que je donne beaucoup, c'est comme si on avait un peintre qui avait 3 couleurs dans sa palette, pas les couleurs primaires pour ne pas faire des mélanges, et qui peignait, il faisait des trucs bien, il avançait très bien, et à partir d'un moment, il commence à intégrer une 4e, une 5e, une 6e couleur, et ça fait encore plus de choix pour lui, et ça développe son art. Et c'est un peu ce qu'on fait un peu dans la psyché avec le voice dialogue. Et pour revenir donc à ce perfectionniste, tu disais que c'était intéressant de s'intéresser à ceux qui l'avaient peut-être en part primaire. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a ça en part primaire? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas tous en part primaire et certains l'auront peut-être secondaire, certains l'auront pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, en part primaire, qu'est-ce qui fait qu'une personne là en part primaire, c'est une excellente question. Pourquoi on l'a pas tous? En fait, l'enfant, il a besoin de 2 choses, de sécurité et d'amour. Avec sa psyché d'enfant et son développement d'enfant, il intègre rapidement les choses, mais d'une manière très naïve. Donc quand on est enfant et quand on nous dit si tu veux avoir ton goûter, il faut que tu aies de bonnes notes, si tu veux ceci, il faut que tu y sois cela, on commence déjà à intégrer à cet enfant-là qu'il faut qu'il fasse des efforts, et en fonction des efforts qu'on lui demande pour être aimé, pour être en sécurité. Et si on attendait de l'enfant à ce qu'il ait de bonnes notes, ou si c'est une petite fille par exemple, à ce qu'elle ait de bonnes notes, à ce qu'elle soit sage, à ce qu'elle soit souriante, à ce qu'elle soit jolie, mignonne, empathique avec les autres, dans le don de soi, on développe quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, commence à développer un perfectionniste genré au féminin en lui. Et pour un petit garçon, par exemple, si on commence à lui dire... Enfin, si ce garçon n'est valorisé qu'en étant actif, dynamique, pas faible, qui pleure pas, etc., il commence aussi à se dire « Je n'ai pas d'autre choix dans la vie que d'être parfait au masculin pour que je puisse être aimé, exister, avoir ma place. » Mais c'est vraiment le degré de perfection qu'on a attendu de l'enfant. Si le 12/20 était suffisant, c'est pas la même chose que d'exiger un 18/20. Donc c'est là où le perfectionniste se développerait ou pas en fait. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est peut-être la différence filles et garçons. Où dans mon expérience personnelle, j'ai l'impression que chez les femmes et chez les hommes, on développe peut-être un perfectionnisme différent. Tu parlais de ce petit garçon, de cette petite fille. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à ce niveau? En fait, c'est très intéressant la question que tu poses, parce que justement, la perfection, elle est un peu attendue chez tout le monde, mais le perfectionniste se manifeste de manière très différente chez un homme et chez une femme à l'âge adulte, en général. Après, il y a des cas particuliers et ce ne sont pas des règles fixes, mais on voit que chez les femmes, on va trouver un perfectionniste déjà dans sa valeur en tant qu'actrice des relations sociales, comment elle préserve ses relations sociales, ses amitiés, son couple. Le perfectionniste, il sort beaucoup dans le cadre amical, familial, romantique, parental, etc. Et l'homme, son perfectionniste, peut sortir beaucoup dans sa carrière. Et dans le sport, par exemple. La femme, ça peut être dans le sport, mais pas dans le sport pour le sport, mais dans le sport pour son physique à elle. Et donc, le perfectionniste, il vient s'intégrer en fonction de ce qu'il a vu comme code de la société, ce qu'il a reçu comme éducation de la société, et change en fonction des genres. Me vient une petite question, un peu spontanée. Je me posais la question parce que tu expliquais qu'en fait, c'est beaucoup dépendait des attentes qu'on mettait sur l'enfant.
Pour certains, ça peut venir des parents, ça peut venir plus de... Enfin, je pense que presque chacun, tu me corriges, parce que, à nouveau, je suis la patiente, tu es la thérapeute, donc je sais pas tout à fait toutes les notions. Donc, dans l'idée, les enfants ont des attentes différentes, mais j'ai l'impression que parfois, même dans les mêmes fratries, il y a une grosse différence, en fait, du sentiment perfectionniste. Exactement, Ouais. et on peut voir même des jumeaux ou des jumelles qui ont eu, pour le coup, les mêmes parents, parce que c'est les mêmes parents dans la même période, à vivre les mêmes choses, et qui développent de psychés différentes avec une base quand même commune. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que Jung dit. Jung, il dit qu'on est avec une espèce d'empreinte psychologique qui peut se développer ou pas. Et on interprète chacun à sa manière une action des parents. Et on peut avoir des blessures différentes parce qu'on a interprété des choses différentes. Donc des jumeaux peuvent... Je sais pas, il y a eu le divorce de parents, les parents se sont séparés, un des deux jumeaux peut se sentir abandonné par le parent qui est parti, l'autre peut se sentir rejeté. Et déjà là, ça ouvre deux blessures complètement différentes qui développent des psychés complètement différentes. Ouais, c'est super intéressant. Et vu qu'on se voit en thérapie, je voulais un petit peu aller creuser ça quand toi, tu es concrètement devant tes patients et tes passions. Ça peut marcher. Très bien, pourquoi pas. Non, devant tes patients. Comment ça se passe concrètement quand tu peux identifier peut-être une part de perfectionniste qui vient? Le perfectionniste est un peu tricky, j'ai envie de dire, à chercher. Parce que on peut avoir des parts qui sont développées, qui cherchent la perfection dans leur domaine. Donc par exemple, une mère surdéveloppée veut que la patiente soit la mère la plus parfaite. Mais ce n'est pas la part perfectionniste. Le perfectionniste, il veut que la personne soit parfaite. L'image que cette personne renvoie à la société, c'est une image parfaite. Et là, j'ai envie de revenir au conte, justement. Donc la discussion en thérapie commence, je commence à parler avec la personne, etc., à discuter. Et je commence à voir cette princesse au petit pois en elle, qui me dit oui, mais s'il y a ça, c'est pas possible, et ça, c'est pas assez, et il faut que j'aille trop loin dans ça, et là, c'est pas bien. Et donc je commence à voir toutes les excuses que la personne sort pour soit ne pas avoir confiance en elle, soit dire que c'est pas le moment pour se lancer dans quelque chose, soit pour ne pas finir quelque chose. En fait, le perfectionniste, quand c'est une part primaire, c'est-à-dire surdéveloppée, elle fige. Elle fige beaucoup dans la vie de tous les jours. Elle met la personne dans une espèce d'inertie parce que c'est pas encore assez, c'est pas encore le bon moment. Moi, à titre individuel, ce podcast était figé pendant 2 ans. En attendant qu'un jour je débloque mon perfectionniste, et c'est pour ça que le premier épisode est autour de ça, pour que je puisse enfin le lancer. Donc en thérapie, je vois cette princesse-là, je demande à la personne de se déplacer pour aller voir la part perfectionniste en elle, mais ce qui m'intéresse, c'est la reine. Qui est la reine dans l'histoire? Qui a mis ces codes? Quels sont ces codes? D'où ils viennent? Quelles sont les blessures qu'il y a derrière, et puis toutes les croyances limitantes qui ont derrière. Dans le conte, on s'intéresse beaucoup à la princesse, mais le plus important dans le conte, c'est cette reine qui veut voir si cette jeune fille est une princesse, pourquoi elle n'accueillerait qu'une princesse et pas les autres jeunes filles qui sont à la recherche d'un foyer, pourquoi elle doit la tester, comment elle a su que ce test était utile pour la princesse ou pas. En fait, c'est un peu ça ce qu'on explore dans la vraie vie. C'est quels sont les codes qui ont été intégrés par cette personne pour que la part perfectionniste se développe. Une fois on a ça, ce qui prend quand même pas mal de séances, on va voir l'opposé. L'opposé, c'est toujours une part qui n'a pas été développée, mais qui était là, on va dire, les 7 premières années de l'âge de la personne. Et à un moment, la personne s'est rendue compte que c'était pas du tout valorisé dans le milieu dans lequel elle se développait. Donc on peut être dans une famille d'intellectuels et passer ses journées à chanter à tue-tête. Tout le monde veut du calme pour travailler, donc on te demande de te taire. Et donc il y a toute une part artiste qui aurait pu être musicienne, chanteuse, peintre, etc., qui a été mise de côté. Et c'est cette part reniée qu'on commence à mettre en confiance, à lui donner des outils, à voir comment elle se manifesterait dans le corps, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était là. Et puis la personne, elle commence à se rééquilibrer un petit peu.
Donc ce que tu dis, c'est que tu viens repérer cette part de perfection, là où elle se manifeste, tu la conscientises, et ensuite tu la calmes pour laisser d'autres parts venir. Il y a quelque chose un peu comme ça dans le trajet. J'aime pas le terme calmer, mais c'est Mhm. parce que j'ai pas bien précisé. En fait, il y a quelque chose de très important dans le voice dialogue, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise part. Toutes les parts sont utiles. Moi, je me rappelle, lors de la 2e ou 3e séance de ma formation, notre prof, elle nous a demandé de trouver l'essence positive de l'arrogance. Moi, c'était impossible pour moi. J'ai pas fait l'exercice. Je ne pouvais pas trouver quelque chose de positif dans l'arrogance, en fait. Mais autant le résultat de l'exercice, ça m'a pas marqué, mais autant l'exercice, ça m'a marqué, en fait. Parce que oui, j'ai eu des personnes très arrogantes. Pourquoi ces personnes sont arrogantes? Et comment diminuer cette arrogance pour qu'elle devienne juste de l'affirmation de soi? Pareil pour une part primaire perfectionniste. Qu'est-ce qu'elle a écrasé? Comment la diminuer pour intégrer autre chose? Et je dis toujours ça en thérapie, c'est que... En fait, c'est comme si quelqu'un prenait du café et qu'il prenait 10 tasses par jour et que je l'aide à en prendre que 2 pour qu'il intègre de l'eau, du thé, des tisanes, etc. et qu'il ait plus de variété de ce que la personne boit dans la journée. Et 10 tasses de café par jour pourrait la stresser, la rendre anxieuse, et c'est vraiment ce qui se passe dans les parts primaires. Donc on diminue la présence de cette part perfectionniste en rassurant la blessure qui est derrière, en rassurant la blessure que la personne peut être aimée sans être parfaite, et en montrant au perfectionniste lui-même qu'il ne donne pas le résultat qu'il souhaite. Et que c'est vraiment en intégrant la légèreté, la spontanéité, le rêve, le désordre, le chaos, que la personne pourrait devenir cette personne qu'elle souhaite être, justement. Mais attention, le perfectionniste est un peu fourbe, parce qu'une fois qu'il comprend ça, il commence à un peu reprocher à la personne qu'elle n'est pas assez parfaite dans l'intégration du chaos, qu'elle n'est pas assez parfaite dans l'intégration d'autres choses. Donc c'est vraiment un travail continu à retourner au perfectionniste, voir dans quel état de maturation il est, revenir voir sa maturité jusqu'à ce qu'on retrouve un juste équilibre. Franchement, c'est passionnant. Toi, du coup, donc quand tu peux repérer, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, tu me dis si c'est pas une bonne question. Je me dis, il y a peut-être des petites voix dans nos têtes qui peuvent nous aiguiller pour savoir qu'en fait, on n'est pas sous l'emprise du perfectionnisme, on l'a compris, mais que cette part s'exprime beaucoup en nous, peut-être nous entrave, peut-être nous empêche de faire certains projets. Quelles sont les petites voix, toi, qui t'aiguillent sur cette part? Alors, moi j'ai envie de te retourner la question, mais je vais répondre un petit peu, vu qu'on l'a vu en séance, mais je vais répondre déjà un peu pour ma part. Déjà, quand on se retrouve à chaque fois à procrastiner par peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a différents types de procrastination, et ça on pourrait en parler dans d'autres épisodes, mais à chaque fois de se dire que penseront les autres, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je pourrais montrer mon travail, est-ce que je pourrais être écoutée, être filmée, etc. Est-ce que j'ai assez de connaissances, est-ce que je dois pas encore préparer un petit peu plus, c'est pas le bon moment, j'ai encore besoin de 2-3 mois, c'est 2-3 mois qui se transforment en 2-3 ans. En fait, quand on voit qu'il y a des blocages récurrents dans plusieurs domaines, ou alors quand on est vraiment, c'est très poussif, on n'arrête pas. À chaque étape, c'est jamais assez, on passe à la suivante, c'est jamais assez, on passe à la suivante. Ça, c'est un peu masculin, féminin, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ont ce truc de « Ok, là c'est bien, mais je suis pas satisfaite, il faut que j'avance à l'étape suivante. Là c'est encore bien, mais c'est pas encore ce que je veux dans ma vie, donc j'ai encore besoin d'aller plus loin. » Donc ce sont les deux manières dans lesquelles le perfectionniste opère au quotidien. Mais j'aimerais bien connaître un peu de toi, la voix perfectionniste, qu'est-ce qu'elle te dit? En réfléchissant un peu à l'épisode, j'ai l'impression que moi, il y a 2 endroits où vraiment j'ai vraiment senti un perfectionnisme bloquant. Il y en a un qui sont dans mes projets personnels parce que j'ai une forte créativité qui ne se manifeste jamais dans un produit final. C'est beau essayer. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'essaye, mais je grandis.
Donc j'ai des nouvelles attentes et je me dis non mais en fait c'est pas tout à fait assez cool pour en fait et en fait finalement je fais 10 pages que je resupprime pour refaire 10 pages un peu plus tard et en fait finalement les choses n'avancent pas. Exactement. Et dans mon côté professionnel, là ça a vraiment porté préjudice à mon travail parce qu'en fait je trouvais ça jamais suffisamment bien, donc j'avais peur du feedback potentiel, donc je ne montrais pas. Donc je me retrouvais à être très très proche de la deadline et avoir peur de montrer. Donc en fait on se retrouve dans un cercle vicieux qui personnellement m'a mené à des situations très compliquées de santé mentale. Très très compliquées. Donc autant dans le côté privé, personnel, finalement j'ai pas besoin de le montrer. Donc c'est pas grave. C'est juste que je ne réalise pas forcément les choses que j'ai envie de faire. Ce qui est dommage. C'est fort dommage. Pour ça que je suis venue toquer à ta porte notamment. Dans le côté pro ça a vraiment porté problème. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment quand on a justement cette part, peu importe la part, quand une part est surdéveloppée, elle arrive à des blocages. On arrive à des blocages parce qu'on a l'impression, elle ne peut pas tout faire. On a besoin d'autres ressources. Et ces autres ressources, on ne sait pas où les chercher. Elles sont en nous, on ne les a pas développées, on ne sait pas où les chercher et on reste dans cette part-là. Et donc là, le cadre du perfectionniste, ça me parle parfaitement parce que c'est les exemples que j'ai tout le temps en thérapie. C'est bien pour aujourd'hui, mais vu que j'évolue, les choses, si elles ne sont pas faites dans leur temps, elles peuvent ne plus être utiles en fait. Et donc il y a une notion de temporalité que le perfectionniste vient bloquer. Oui, si tu avais fait ton projet il y a 5 ans, ça avait du sens. Aujourd'hui, tu as évolué, tu as une meilleure créativité, tu vois les choses différemment, et donc tu attends d'atteindre la meilleure version de toi-même avant de montrer ça au monde. Sauf que peut-être la meilleure version de toi-même sera le dernier jour de ta vie. Ça serait un peu trop tard. Donc il n'y a pas de il faut, mais on se donne les outils pour déjà apprécier ce qu'on a et ce qu'on est sur le moment et de le vivre dans le moment en fait. Une discussion qu'on avait eue toutes les deux, c'était de différencier une part en soi qui est extrêmement critique et dure d'un perfectionnisme. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être comme différence entre ces deux parts? Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le perfectionniste, il ne critique pas la personne dans son entièreté. Jamais un perfectionniste n'aurait cette voix qui te dirait « t'es nul, tu n'es pas assez, les autres sont mieux que toi, les autres se moquent de toi ». En fait, le perfectionniste, il dit « c'est pas le moment, on a plein d'autres choses à faire, tu n'as pas la connaissance pour ce sujet-là et tu n'as pas la compétence pour ce sujet-là ». Il est un peu dans le pratico-pratique plutôt que le critique. Le critique, c'est une voix qu'on a tous et toutes, mais non, chez certains, elle est très 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 développée. Le critique, il est là pour te critiquer H24 sur tout ce que tu fais. Ta coiffure n'est pas bonne, ta cuisine n'est pas bonne, ton métier n'est pas bon, ton couple n'est pas bon, et tout est ta faute en fait. Le perfectionniste, il te dit, tu n'es pas légitime, va apprendre. Le critique, tu peux apprendre. Ça, non, t'es jamais bonne en fait. Mais on pourra faire des épisodes sur le critique parce que le critique, c'est un gros problème pour la confiance en soi. On a besoin de l'avoir parce que si on se critiquait pas, on serait dans l'arrogance. Et même plus que l'arrogance, on ne se respecterait pas les uns les autres, etc. Mais on a développé le critique dans nos sociétés aussi. Est-ce que tu saisis un petit peu la différence ? Je crois qu'il y a vraiment ce côté... ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que le critique, en fait, il va toujours attendre plus. Oui. Et le perfectionniste aussi, mais il te pousse à quand même t'améliorer sans être trop dur. Il y a quelque chose de... Il est ciblé. Oui. Le critique, aussi, il est autour de toi. Enfin, c'est toi qui n'es pas bonne. Et tu le seras jamais aux yeux du critique. Et du coup, juste pour revenir sur le perfectionniste ou le perfectionnisme qui peut se retrouver dans plusieurs parts, donc t'as parlé de l'inertie, le fait qu'on n'a pas forcément c'est difficile d'en sortir et que ça bloque. Il y a quand même des parts chouettes au perfectionnisme. Est-ce que ça vaut la peine de les souligner aussi, ce qu'il apporte ? Bien sûr, parce que depuis le début de l'épisode, on le diabolise un peu. Le perfectionniste, déjà, s'il nous pousse à finir ce qu'on commence et à être dans le vrai sens du mot perfection,
c'est déjà très bien. Donc on arrive à bout de ce qu'on fait. Il y a une exigence quand elle n'est pas démesurée pour qu'on fournisse le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est important, j'ai envie de dire. C'est très cool. Il nous pousse aussi à ce qu'on soit apprécié dans ce qu'on fait par les autres. Et donc, on ne produit pas des choses qui sont pas utiles, pas appréciées, etc. En fait, bien dosé, un perfectionniste nous donne notre bonne place dans la société, en quelque sorte. Et je t'ai déjà répondu de plein de façons, mais donc pour aller vers quelque chose qui est dosé, est-ce que tu aurais des propositions, des conseils, ou est-ce qu'il vaut mieux venir te voir en thérapie, être plus... Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a des trucs un peu généraux? Moi, je dirais toujours de venir me voir en thérapie, mais c'est pas la question. En fait, c'est propre à chacun quel est l'opposé du perfectionniste. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a sous-développé en nous. Est-ce qu'il y a des conseils généraux? J'ai envie de dire oui. Déjà, commencer à conscientiser cette part. Et ça, il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on passe des mois pour qu'ils conscientisent que c'est le perfectionniste et que c'est pas juste leur raisonnement logique. Quand les personnes te disent non mais là je suis sûre parce que j'ai pas encore fait ceci, parce qu'il n'y a pas encore cela, parce que j'attends encore cela, c'est pour ça que je ne peux pas démarrer. C'est pas le perfectionniste. Commencez à le conscientiser. Et moi en thérapie, et ça tu peux en témoigner, je travaille beaucoup avec le corps en fait. Comment une part vient s'installer corporellement. Et ça ne ment pas. Ta tête, elle peut te raconter ce qu'elle veut. Quand le perfectionniste, il est là, tu le sais, tu le ressens. Et c'est toujours le même. Donc déjà, commencer à rentrer en contact avec son corps quand on sent qu'on est bloqué ou quand on sent qu'on est frustré de ne pas être là où on a envie d'être. Donc, rentrer en contact avec cette sensation peut commencer à conscientiser le perfectionniste. Une fois conscientisé, on peut se dire par moment, bon, je vais le laisser de côté et je vais faire différemment. Mais je crois qu'un accompagnement aide toujours pour mieux mettre les mots, mieux comprendre l'histoire de son propre perfectionniste et mieux le localiser dans le corps. Mais vraiment, commencer à conscientiser, ma part perfectionniste est présente et je ne suis pas cette part. C'est juste une part en moi. Ça, c'est vraiment très important. Je trouve que personnellement, en tant que patiente, conscientiser ces voix, les entendre, les personnifier, parce que c'est une des choses qu'on fait avec toi, en fait, on les personnifie. Et ça m'a beaucoup aidé à dealer avec ces voix. À me dire, être devant ma feuille et me dire, ok, c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur, ok, on n'y est pas, mais là, on veut un premier jet, là, on veut juste ça. Donc, en fait, faire une sorte d'accord ou de trouver un juste milieu avec cette part qui va être derrière et bien regarder. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de commencer à parler en part. C'est pas je suis bloqué, il y a une part qui est derrière, tu l'as déjà localisée derrière, qui regarde. Donc déjà là, tu te désidentifies du perfectionniste et tu dis il est juste à côté de moi. Et donc tu prends plus de pouvoir de ce que tu décides. Est-ce que tu décides de l'écouter ou pas, jusqu'à quel degré? C'est passionnant. Est-ce que, pour revenir donc... est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport au conte, par rapport au perfectionnisme, comment il se présente chez tes patients, par rapport à ton histoire? Moi, je trouve toujours impressionnant la différence homme-femme dans notre construction de la psyché et tout ce qu'on a attendu des deux sexes d'une manière différente. Et on arrive à avoir les mêmes problèmes, mais qui se manifestent différemment, voire même à l'opposé. Et ça me passionne et ça me désole à la fois, mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup en patientèle, parce que je le vois réellement chez les gens et c'est pas que la lecture théorique que je me suis faite. En fait, je vois comment la psyché masculine a été construite, la psyché féminine a été construite, et je vois les gens qui ont eu un parcours de vie ou une éducation différente et qui ont un peu des deux, et vraiment une autre manière non genrée de vivre la chose. Ça me rappelle une anecdote que je vais partager parce que ça m'a beaucoup appris dans ma vie. Donc c'est sûr qu'en étant, on n'est pas dans un sujet politique, mais bon, quand tu t'intéresses un minimum au féminisme ou
des causes comme ça, des différences de genre. On le sait que les femmes ressentent plus de syndrome de l'imposteur, ce perfectionnisme se traduit aussi par de la non-confiance. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qui sont très documentées et je pense que beaucoup de femmes en font l'expérience. Et j'ai donc une micro-anecdote d'une chose qui m'est arrivée. Donc j'ai fait un travail de diplôme, voilà, qui s'est terminé de façon très bien. J'étais sûre que c'était la pire merde de tous les temps, forcément. Mais donc, quand j'ai fait mon oral de travail, j'ai illustré ce que je ressentais de mon travail à travers un mème. Donc c'est une petite photo illustrée, voilà. Bon, je pense que tout le monde voit un peu ce que c'est. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un cheval qui est super bien fait et à la fin il y a une sorte de... C'est un trait en fait. Oui. Voilà, on voit ce que c'est. Hein. Et je l'avais mis en oral pour mettre une petite touche joyeuse en disant, bah voilà, le début de mon travail, j'ai été super pointilleuse et en fait plus on a avancé, plus j'avais pas le temps, donc et tout. Et ma prof s'est arrêtée, elle m'a dit, Julia, tu es en train de t'auto-détruire dans ton moment, le moment où tu es censée te soutenir toi-même. Les garçons ne font jamais ça. Je n'ai jamais vu un seul garçon le faire. T'es ma je sais pas combienième femme qui fait ça et toutes, vous allez prendre un temps pour extrêmement critiquer le travail de façon hyper précise, même des trucs qu'on n'a jamais vus. Et elle m'a dit, pour la cause, ne fais plus ça. Pour toi-même, ne fais plus ça. Ok, ça peut paraître extrême. Je sais que... impressionnant, ouais. Mais c'était super intéressant parce qu'elle, et en plus elle faisait des études de genre, elle disait vraiment, mais écoute, pour nous, enfin, je veux dire, si moi j'étais quelqu'un qui n'était pas sensibilisé à cette question, bah, j'aurais écouté toutes tes critiques. Sauf que je sais que tu as une part qui est beaucoup plus perfectionniste et beaucoup plus à te descendre balle dans la tête autant que tu peux. Et ça me permet de te juger avec justesse. Mais ne fais plus ça, ni pour toi, ni pour les autres femmes. Voilà. Ça, c'est impressionnant. Et oui, comme je disais tout à l'heure, les femmes, même quand elles finissent le travail, elles prennent un temps pour le critiquer. Le perfectionniste masculin, il ferme les yeux même sur les vrais défauts et il avance la tête baissée pour ne pas être critiqué. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux. Ça veut dire juste que le masculin ne veut pas montrer ses défauts. Le féminin s'excuse d'avoir des défauts. Sarah, je pense qu'on arrive gentiment au terme de cet épisode. Premier épisode avec déjà plein d'informations. Merci d'avoir partagé tout ce que tu sais, d'oser faire ce podcast malgré ton perfectionnisme qui t'a longtemps dit de ne pas le faire. Donc déjà, on le remercie. Et merci à toi de vivre cette expérience d'une patiente qui vient en podcast avec sa thérapeute et puis tu nous donnes des exemples concrets de ton vécu en thérapie. Je trouve ça très riche et très précieux, donc merci. Voilà, nous arrivons donc au terme de cet épisode, le premier épisode. Ma thérapie est un podcast qui sera sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, du YouTube, voilà comme je l'ai dit. On aura une fréquence toutes les 2 semaines. Exactement. On va aller sur d'autres parts qui s'expriment en nous et des thèmes parfois plus transversaux à travers des hors-séries. Exactement, et puis moi le couple c'est un sujet qui me passionne beaucoup et dans lequel toutes les parts se mettent en jeu, toutes les insécurités remontent et c'est quelque chose qu'on voudra explorer au fur et à mesure. Donc on vous remercie, on vous dit à tout vite pour un tout prochain épisode. Salut.